Aujourd'hui, l'agriculture de Guadeloupe et de Martinique est à un carrefour. De nouvelles techniques culturales s'imposent afin d'apporter aux agriculteurs une réflexion innovante sur leurs pratiques. L'IT2, l'Institut Technique Tropical, invitait M. Frédéric Thomas pour une rencontre avec les professionnels antillais. On fait intervenir Frédéric Thomas dans le cadre du RITA. Alors, le RITA, c'est le réseau d'innovation et de transfert agricole qui se décline à la fois en Martinique et en Guadeloupe avec un ensemble de partenaires. Et l'objectif de ce réseau d'innovation et de transfert agricole, c'est d'améliorer la disponibilité en production locale au niveau des marchés de Guadeloupe et de Martinique. On a un taux de couverture du marché local qui est faible, donc l'objectif c'est bien d'augmenter la production locale. Ces RITA ont été constitués suite au Conseil interministériel de l'Outre-mer et l'objectif c'est bien d'avoir une production, un taux de couverture des besoins alimentaires en Martinique et en Guadeloupe plus important que ce qu'il n'est à l'heure actuelle. Au niveau de l'IT2, on a le sentiment que cette notion de fertilité du sol, donc je fais bien la différence entre la partie fertilisation et la partie fertilité. La fertilité, c'est l'auto-fertilité, la structure, l'activité biologique qui va permettre ensuite à ce que la fertilisation fonctionne. Pour nous, ça nous paraît un élément essentiel de l'agriculture de demain et qui nous paraît pas suffisamment travaillé et communiqué. Donc on a même au niveau de l'IT2 une personne dédiée à cette notion de sol et de fertilité parce qu'on pense qu'il y a énormément de gains de productivité à avoir au niveau du sol. Et donc pour les producteurs, des gains de productivité et une source d'économie dans leur système de production. C'est la capacité d'intégration de ces nouvelles données qui permettra à l'agriculture antillaise de faire face aux défis écologiques et économiques de demain. Je suis agriculteur dans le centre de la France, Loir-et-Cher, dans une région qui s'appelle la Sologne. Des sols un petit peu pauvres, c'est des sables qui sont montés sur des argiles imperméables, donc en fait qui sont très secs l'été et qui sont très humides et hydromorphes l'hiver. C'est pour ça qu'on a une démarche un petit peu sur l'aspect sol assez rapidement. Je suis également le rédacteur en chef de la revue TCS, donc une revue qui est distribuée spécifiquement aux agriculteurs qui sont engagés dans l'agriculture de conservation, c'est-à-dire le non-labour, les couverts végétaux, des approches de rotation un petit peu ou des approches système un petit peu plus, disons, une recherche d'efficacité en agriculture en s'appuyant sur l'écologie. Je suis également président de l'association BASE, qui est Biodiversité, Agriculture, Sol et Environnement, qui rassemble un petit peu des agriculteurs qui sont engagés dans cette démarche-là. On a même des adhérents ici en Martinique et en Guadeloupe. Et j'interviens un petit peu principalement en France, mais aussi un petit peu à l'étranger, comme formateur, intervenant sur ces questions-là. Donc ça m'amène à visiter pas mal d'exploitations, rencontrer pas mal de producteurs et aussi rencontrer des chercheurs sur cette problématique-là. L'histoire de l'agriculture du bassin méditerranéen est très intéressante parce qu'il reflète un petit peu l'histoire de l'agriculture en général. Si on regarde dans d'anciens et très anciens écrits, on avait déjà une forêt partout autour du bassin méditerranéen. Ensuite, la forêt a été défrichée parce que ça fournissait du bois pour faire des bateaux, pour faire des maisons. Et donc l'agriculture s'est installée dans ces zones-là et en fait toutes les civilisations qui ont tourné autour du bassin méditerranéen ont été des civilisations qui ont pu se développer parce qu'ils s'appuyaient sur une agriculture performante. Il n'y a pas de civilisation qui peuvent se développer si l'agriculture n'est pas performante parce qu'en fait les gens sont bien nourris et ensuite on peut dégager des gens pour administrer, pour éventuellement aller faire la guerre, etc. Donc l'agriculture qui a été pratiquée est une agriculture avec travail du sol assez intensif, bien que c'était une agriculture qui était faite avec des animaux, avec des bras. Et au cours des années, les gens ont consommé progressivement leur sol. Et aujourd'hui, on arrive
plutôt de la rocaille autour du bassin méditerranéen, qu'on aille en Grèce, qu'on aille en Italie, qu'on aille en Tunisie ou en Algérie. Et en fait, on a consommé en 2000 ans d'histoire quasiment les sols. En plus, comme on a consommé les sols, comme on a diminué la quantité de végétation qu'on est capable de produire, comme en même temps on a supprimé les arbres, bien en fait le climat est devenu presque plus sec. Et en fait, par l'intermédiaire des changements de la végétation et en diminuant l'évaporation, on a diminué les pluies. Donc là, on est dans un processus où bien, on a complètement perturbé les choses. Et c'est peut-être ce qu'on est en train de faire au niveau, ce qu'on a fait en 2000 ans au niveau du bassin méditerranéen, c'est peut-être ce qu'on est en train de faire au niveau global aujourd'hui. Donc, comme on a, je dirais, un peu de recul sur ce qui s'est passé, autant réfléchir et se dire, ma foi, est-ce qu'on ne pourrait pas, avant qu'il soit trop tard, changer un petit peu notre façon de gérer le sol, de gérer l'agriculture, pour ne pas refaire les mêmes erreurs. Des profils de sol, c'est simplement le moyen de... On fait un trou, alors qui peut être plus ou moins grand, avec une bêche, avec une pelleteuse, qui permet de voir un petit peu comment le sol fonctionne. Parce qu'en fait, le sol est la base du fonctionnement, du développement des végétaux. Le sol est un milieu vivant et souvent l'être humain ou l'agriculteur l'observe que par la surface. Et il y a un moment, si on veut avoir une idée de comment il fonctionne réellement, il faut aller le voir, et donc il faut aller voir à l'intérieur. Donc d'ouvrir un profil de sol est important pour aller voir à l'intérieur comment ça fonctionne. Donc on va pouvoir observer l'activité biologique, est-ce qu'elle est efficace, est-ce qu'elle organise le sol comme on le souhaiterait. On va pouvoir observer les racines des cultures, qui sont un très bon indicateur du fonctionnement. Est-ce que les racines sont impactées positivement par le travail du sol ou est-ce qu'elles sont impactées négativement par le travail du sol? On va pouvoir observer la circulation de l'eau et faire un diagnostic de la situation. Est-ce que la situation est satisfaisante ou est-ce que on peut mettre en place une gestion différente pour essayer d'organiser le sol avec, disons, une meilleure fonctionnalité. L'approche de M. Frédéric Thomas, je pense que c'est que du bonheur parce qu'on apprend encore mieux à connaître notre sol et la physionomie de ce vertisol. Elle n'a pas la même physionomie. Quand on la travaille, peut-être qu'on croyait faire du bon, des fois c'est du mauvais qu'on fait. Donc il y a tous ces éléments-là à mettre en pratique et pour faire du bon. Voilà. On a choisi de se mettre dans une situation de sol non remanié, non travaillé, ou en lisière de forêt. Ce qui nous donne un petit peu l'étalon, ou toujours l'idée, ce qu'un sol pourrait donner si on le laisse un petit peu tranquille. Et ça, c'est hyper important pour les agriculteurs en termes de visualisation, parce que on n'a jamais suffisamment regardé ce qui se passait dans le sol. On travaille le sol souvent par habitude ou parce que c'est jugé nécessaire. Et on juge l'effet du travail du sol parce qu'on voit en développement des plantes et ce qu'on voit à la surface. Par contre, comment ça se passe en dessous, c'est important. Et là, on va travailler par comparaison. Donc là, on a ici, sur un sol non remanié, on a en surface un enrichissement un petit peu en matière organique qui s'est déposé, que j'appelle moi le coussin de sécurité. Ce qui va faciliter l'installation des cultures, éventuellement le travail sur la ligne de semis, alors qu'on a un sol qui est très compliqué à travailler. Mais aujourd'hui, la surface, c'est quelque chose qui est apparemment facile à travailler. Ensuite, on voit la zone intermédiaire est relativement bien structurée.
Là, on a non pas des grosses fentes, mais on a des petites fentes avec un sol qui peut se désagréger comme ça facilement à la main. Donc en fait, on a une organisation structurale tout à fait favorable. Quand on descend, on remarque ici des zones de blocage qui reviennent du travail. On retrouve des zones où il y a des petits tas de matière organique qui vient du travail qui a été fait avant. Hein. Vous voyez des racines qui courent un petit peu sur l'ancienne zone qui a été travaillée là. C'est assez génial. Mais bon, aujourd'hui, elles descendent bien dans le fond. Hein. Et on voit aussi ces zones un peu lissées ici qui sont liées à l'ouverture du sol par le plissement au moment où on a des grosses sécheresses. Donc on a un vertisol qui aujourd'hui est relativement bien organisé. La difficulté sera de planter ou de semer les cultures dans cette zone-là, donc le travail du lit de semence. Et puis surtout, comme on a des sols qui vont se régénérer en matière organique, qui vont prendre des grandes quantités d'azote, la deuxième difficulté, et c'est celle-là qui est pratiquement la plus compliquée à gérer pour les agriculteurs, c'est adapter la fertilisation au changement de pratique. Il faudra certainement un petit peu plus d'azote au démarrage. Pour l'amélioration, limiter le travail du sol, parce que là, on est dans une organisation structurale où il n'y a plus nécessité. Il n'y a plus nécessité, hormis la zone de semis. Et ensuite, c'est le maximum de plantes, de racines à pousser pour de la biomasse, de la structure, l'ancrer le sol par le système racinaire. Et puis apporter, ma foi, du carbone, apporter aussi de l'azote, parce qu'on va vouloir par ces apports de matière organique qui vont développer et la structure, mais aussi nourrir l'activité biologique qui continuera à faire bosser le sol. On s'aperçoit qu'à vouloir tellement la travailler, on détruit l'organisation structurale, alors qu'on l'a travaillée de manière assez intensive. Alors je vais vous montrer plusieurs défauts. Je vais prendre mon couteau ici. Voilà. L'un des premiers défauts, on les voit assez nettement ici. Bon, on voit la profondeur de travail. Vous voyez la terre là, qui est vraiment de la pâte à modeler, alors qu'on avait quelque chose d'organisé de l'autre côté. Hein. Cette zone-là, pour mémoire, on en a ramené un petit peu. Voilà ce qu'elle donnait. Ça, c'est la terre qu'on a ramenée du profil là-haut. Voilà. Si je regarde ça, entre ça et ça, là, on a de la pâte à modeler. Et donc, c'est bien ça. Alors ça, je suis d'accord, ça se reprend en masse. Et ça se reprendra pas en masse. Voilà, c'est ça. Et je ne peux pas faire du jour au lendemain. Voilà. Ça m'intéresserait presque en photo. Ça, c'est... Voilà. Ça, c'est de la terre qui va être facile à gérer. Ça devient très compliqué à gérer. Très compliqué à gérer. Ensuite, j'ai mis de la matière organique ici. Et j'ai nuit à la circulation de l'eau en créant une zone qui est extrêmement humide, parce que le dessous est un peu compact, hein, extrêmement humide. En fait, j'ai de la structure quasiment sur 10 cm avec un matelas organique. Donc une zone qui est complètement pourrie. Voilà, j'ai une première rupture. Et cette zone-là, en fait, quand j'y regarde bien, j'ai apparition de glais. Vous voyez des taches un peu bleues là. En fait, là, j'ai de la matière organique qui prend tout l'oxygène pour arriver à se décomposer. Et en fait, qui raréfie l'oxygène dans le sol, à tel point que le fer passe de l'état fer ferreux à fer ferrique, qui devient bleu. Donc ça veut dire que j'ai plus d'oxygène disponible pour l'activité biologique, ça veut dire que j'ai plus d'oxygène disponible pour les racines. C'est une situation d'asphyxie. On est dans un système, et David Dural le disait tout à l'heure, dans un système de mangrove, avec ça sent vraiment la vase, quelques centimètres. Hein, vous voyez, là on voit bien l'aspect, l'eau qui ruisselle. Alors après, sur le bord, là on a encore, parce que là on a une zone travaillée, vous voyez là l'eau qui sort, et là on a ça. Alors qu'on vient de nous dire que c'est depuis 8 jours sans eau. Hein. Tout le négatif qui va plutôt dominer. Hein. Et puis ici on a la zone de travail qui est là, qui est dure. Et en fait, l'eau est stagnée une première fois ici, et stagne une deuxième fois ici. Donc en fait, on a énormément travaillé la terre. Et ici, on profite que de quelques centimètres. Donc en fait, on cultive du melon dans un petit pot de fleurs alors qu'on a des sols qui sont formidables.
Ici, on voit tout de suite les conséquences de l'excès d'eau, hein. C'est l'aspect bleu, pâte qu'on a vu dans d'autres profils ce matin, hein. Là, on est vraiment face à du glé. Et du glé, ça veut dire qu'on est en asphyxie totale. On manque d'oxygène. On manque d'oxygène. Alors, ce manque d'oxygène, il se révèle en dessous. On pourrait se dire, bon, c'est parce qu'on est dans des vertisols qui sont humides, etc. On le voit très bien apparaître ici, autour des racines. Tu vois, regarde, autour de la racine. Là, on a une racine qui est en décomposition. Et en fait, la racine en décomposition, eh bien, elle prend de l'oxygène pour se décomposer. Et autour de la racine, on voit que le sol est complètement bleu. Donc, ce qui montre bien qu'on est dans un manque d'oxygène complet à tous les niveaux du sol. Et il implique un très mauvais développement racinaire. On voit encore une fois, ici, on est sur des racines latérales. On a très peu de racines dans la partie sous-sol, qui est complètement, disons, oubliée, hein, et qui, comme il est complètement engorgé en eau, il y a très peu de racines qui vont descendre dans cette zone-là. Donc il est oublié. En fait, aujourd'hui, on cultive la banane sur quelques centimètres, 30 cm d'épaisseur. Et ces 30 cm font que, en fait, dès qu'on va avoir l'eau va descendre, le bananier va avoir soif, donc on va ramener de l'irrigation. Mais ramener de l'irrigation, ça fait qu'on engorge le fond, qui ne se dégorge jamais, qui reste dans cet état-là. Et en fait, on est sur un espèce de pot de fleurs superficiel avec un fond qui ne sert plus à rien et en fait qui cause même des soucis. On a de l'eau, on a un manque de porosité verticale. C'est pendant l'interculture qu'on a décrit tout à l'heure de 4 à 5 mois. C'est de positionner des racines et des plantes qui sont agressives sur l'eau et qui vont descendre le plus profond possible. Et en fait, ils vont progressivement réorganiser verticalement le sol. Alors, dans l'état qu'est le sol là, peut-être que j'y mettrai un travail assez grossier avant d'installer les plantes pour les aider un peu. Parce que là, l'état, il est vraiment compacté pour être sûr que les plantes finissent de grignoter le sol. On va produire de la biomasse, on va structurer, on va organiser et on va anticiper le travail du sol pour ne pas avoir à cisailler le sol, encore une fois, au moment où on va implanter la culture de melon. Et ensuite, si on a de la matière organique à apporter, on l'apportera dessus à ce moment-là pour qu'elle commence à être digérée, pour doper le sol, l'organiser verticalement. Et ensuite, on peut arrêter la végétation chimiquement ou par un roulage sur la bande. On peut la laisser un peu plus loin dans l'interrang parce qu'elle ne gêne pas. C'est ici qu'on est ennuyé. Et là, on va mettre le plastique. On peut même détruire la végétation par le plasticage parce qu'on va ombrer. Et là, on va se préparer pour le melon et planter le melon avec un petit peu d'excès de fertilité dans cette zone-là pour assurer vraiment le démarrage. Mais on aura une meilleure circulation et on aura beaucoup moins besoin d'irrigation parce que nos plantes vont pouvoir aller chercher l'humidité. On voit bien que le sol il est en état de souffrance, mais c'est le mot de l'agriculture conventionnelle. Et c'est parce qu'on ne l'a pas assez regardé, son sol, et qu'on a les moyens autour pour corriger. Et on a plutôt s'est concentré sur les moyens qu'on a autour pour corriger, irrigation, fertilisation. Et en fait, on a un sol qui est de plus en plus dans un état de dégradation. C'est comme si tu avais un grand sportif qui était plus capable de faire du sport et en dopage, on continue à le faire courir correctement. On se pose énormément de questions relativement à l'utilisation de l'eau, donc la problématique irrigation, tout ce qui est érosion, qualité du sol aussi, l'apport d'engrais, parce que ce n'est pas non plus anodin d'apporter de l'engrais sur des parcelles. Donc là, ça peut être intéressant aussi de pouvoir donner des pistes aux producteurs sur comment travailler leur sol d'une meilleure façon, de façon à ce qu'ils le protègent, une première part, et qu'il se soit aussi un sol riche qui apporte à leur culture. Face aux problématiques qu'on a actuellement, en termes de durabilité de toute l'agriculture, d'épuisement de nos sols et de baisse de fertilité générale, on se doit en fait de se former et de s'informer sur toutes les nouvelles techniques
et remettre au goût du jour les plus anciennes de manière à justement remettre nos sols en état afin de produire en fonction des attentes de la population. Donc c'est une obligation pour nous justement d'être vraiment en veille technique, en veille d'information sur tout ce qui peut nous aider à améliorer notre sol de point de vue général. Le point qui m'a le plus marqué, effectivement, c'est la capacité du sol justement à libérer de l'azote après un certain nombre de temps, donc en fonction des couverts végétaux disponibles sur l'exploitation. Et donc ça nous permet aussi de fixer bien l'idée qu'il est important que les producteurs ne fassent pas de jachère nue, mais qu'ils essaient d'associer les cultures avec un couvert végétal, comme par exemple des légumineuses qui permettent de libérer de l'azote dans le sol, surtout dans le contexte actuel, parce qu'on sait que les intrants coûtent excessivement cher. Et donc, si le producteur veut se débrouiller tout seul à ce niveau, donc c'est très très important pour eux. Une plante qui se développe, à son système aérien, qui est là pour capter l'énergie via la photosynthèse. C'est les feuilles, les tiges qui supportent, qui permettent la circulation des sèves. Et en fait, la plante est ancrée dans le sol avec son système racinaire. Mais le système racinaire, au-delà de l'aspect ancrage de la plante, sert à coloniser l'ensemble de l'épaisseur du sol pour aller chercher l'eau, mais également aller chercher les nutriments, c'est-à-dire l'azote, le phosphore, la potasse et l'ensemble des oligo-éléments. La première chose qu'on voit en arrivant devant ce profil-là, on n'a plus de bleu, quasiment plus de bleu. Donc le glé a disparu, ça veut dire que l'eau a été beaucoup mieux gérée dans le système. La deuxième chose qu'on voit, on voit arriver des zones oranges. En fait, ce sont des zones où le fer redevient ferreux et on a de l'oxygène en fait qui revient. C'est signe qu'il y a de l'oxygène qui est descendu dans ce sol-là à ce niveau-là, alors que là-bas on avait tous les signes d'un manque d'oxygène. Après, quand on y regarde un peu plus en détail, on s'aperçoit qu'on a un enracinement correct, qu'on a une organisation structurale. On n'est plus dans le tas de pâte à modeler qu'on avait tout à l'heure. Et en fait, aujourd'hui, c'est une plante qui est depuis 2, 3, 4 ans présent sur place. Ce n'est pas une installation post-culture. Et en fait, qui s'installait malgré elle dans une des zones les plus humides du champ et qui aujourd'hui en a fait une des zones qui est presque la plus fonctionnelle. Et comme nous a avoué le producteur, bien qu'on ait cette plante-là en place, on n'a pas eu de manque de productivité comparé au premier profil qu'on a vu tout à l'heure. Et le dernier point sur cette partie-là, c'est la surface du sol. Quand on regarde ici, on se retrouve avec une zone de surface, bien qu'on soit sur un vertisol, qui est, disons, facile à travailler, facile à gérer. On n'est plus du tout dans la glaise ou des choses qui sont compliquées. On a un sol qui est organisé, qui est tenu par des racines. Et ça, en fait, est important en fait, à visualiser parce que ça permet d'avoir une idée de ce que le sol, comme on l'a vu tout à l'heure, si on le travaille différemment, peut arriver à donner. Alors que, vu de la surface, l'agriculteur a plutôt tendance à dire « c'est une mauvaise herbe, elle m'envahit, elle me gêne », alors qu'elle est en train de faire un travail merveilleux au niveau de son sol. Alors, soit il faut continuer à travailler avec cette plante-là, avec le risque virus qui a été évoqué un petit peu, ou soit il faut la remplacer par des plantes qui sont, disons, moins à risque pour la production, voire moins compétitives avec les bananiers, tout en étant des gros producteurs de biomasse, mais ça ouvre quand même un champ du possible extrêmement intéressant. Quand on a quitté le premier profil, on pouvait se poser la question, est-ce que en fait, on peut vraiment faire quelque chose pour ce sol-là et je me mets à la place des producteurs qui voient leur sol dans cet état-là pratiquement pour la première fois parce qu'on fait une fosse. Est-ce que, et on a bien eu la question tout à l'heure, et on fait comment? Là, on est presque dans le comment de manière spontanée et on constate que ces sols peuvent se réorganiser extrêmement rapidement quand même.
Matin moi levé, c'est toujours même angoisse là. Qui j'en pral fait pour nourrir famille. Oh, m'en pas nous, t'en prie sur les femmes subsister. C'est tout l'envague moun pas chier dans l'air. C'est la première fois pour nous depuis des années qu'il y a un spécialiste qui vient pour faire des profils pédologiques. Il y en avait eu un précédemment, mais ce n'était pas un expert. Donc là, on a vraiment une évolution en 3 temps, vu qu'on a fait 3 profils, d'avoir une expérience dans l'agriculteur déjà, et qui s'est orienté vers les plans de couverture et vers la biodiversité, puisque nous, ça fait 4 ans qu'on s'est aussi lancé dans le même programme, et de voir, nous, au bout de 4 ans, s'il y a une évolution, si ce qu'on a mis en place a marché, si ce qu'on a mis en place va pouvoir marcher dans les années à venir, et si on ne va pas perdre en productivité, si tout va pouvoir vraiment amener les réponses qu'on se posait il y a 4 ans. Quand l'ITEDA a commencé à faire des recherches et à vouloir prospecter à droite à gauche des parcelles, elle s'est renseignée sur PACMAR, et c'est comme ça que PACMAR a été dans les premiers, je pense, à faire des plans de couverture avec l'IT2. Donc on a fait 1/3 d'hectare, et voilà, maintenant on en est à 7 ou 8. On est sur un sol ou un type de sol de ponce, qui sont extrêmement filtrants et non compactés normalement. C'est l'inverse des sols qu'on a vus hier. Et en fait, la problématique de ces sols-là, normalement, est retenir le maximum d'eau. Alors qu'hier, c'était comment on peut évacuer un peu d'eau. Et on va utiliser quasiment les mêmes outils pour faire des choses différentes, parce que si on ne peut pas retenir l'eau, il y a beaucoup d'éléments qui vont nous échapper. Donc il va nous falloir des racines, il va nous falloir une couverture, il va nous falloir occuper le sol pour maintenir un maximum la fertilité. Il va nous falloir aussi ces racines, cette végétation, cette biomasse, non pas pour assécher, mais pour créer de la matière organique et du carbone qui permettra d'augmenter la capacité de réserve, le réservoir qu'on va pouvoir faire progresser, et aussi la couverture du sol qui va limiter l'évaporation. Donc en fait ici on est dans une gestion d'eau à l'inverse, essayer de retenir le maximum d'eau dans le système pour favoriser la culture, et tout en retenant l'eau, on retient le maximum de fertilité qui peut s'évacuer très vite dans un sol comme ça. Est-ce que la compaction est inhérente au travail du sol, au labour? Oui, en partie. Et en fait, ce qui est la cause de la compaction, c'est le tandem, travail du sol intensif et roulage avec de fortes pressions sur le sol. Si tu fais une école de travaux publics, on apprend que pour faire un chemin, la première chose, c'est passer 2 coups de ripper et ensuite on dame. Et on ne peut pas damer un sol si on ne l'a pas passé au ripper avant. Et nous, en fait, en agriculture, eh bien, on est dans ce scénario-là, et c'est parce qu'on a compacté qu'on doit décompacter. Et si on décompacte de trop, eh bien, on risque de le recompacter, donc on sera ramené à redécompacter, et on rentre dans un cercle un petit peu vicieux. Bon, si on garde un sol comme ça sur 50 cm, si on a une pluie de plus de 75-100 mm, la majorité des éléments vont dépasser la zone racinaire. Mais une fois qu'ils sont dépassés la zone racinaire, ils arrivent sur les graviers. Et donc là, c'est la chasse. Et donc les éléments vont partir. Alors c'est l'azote, mais c'est aussi le soufre, c'est aussi beaucoup d'oligo-éléments qui vont partir en même temps, quoi. Pourquoi le labour? Souvent, les gens ont en réponse que c'est pour structurer le sol. Mais en fait, le labour a été mis au point pour ensevelir une végétation de vivaces présente sur le sol pour pouvoir installer des plantes. C'est plutôt un outil de désherbage à l'entrée et non un outil de structuration. Et c'est devenu, avec le temps, l'outil de structuration. L'importance de l'activité biologique dans des sols comme ça. En fait, l'activité biologique, dans tous ses étages, leur boulot, c'est le recyclage de la matière organique. Et en faisant le recyclage de la matière organique, elles organisent le sol. Et on a vu tout à l'heure, on a vu quelques vers de terre, quelques-uns, on a vu des iules. Donc ici, vous serez plus sur une activité biologique iules, insectes, que vers de terre, mais il y a quelques vers de terre. Chez nous, on est un petit peu plus vers de terre, et c'est cette activité biologique-là qui va
qui va vraiment, en recyclant la matière organique, faire de la structure. Le ver de terre, son boulot, c'est pas d'organiser la structure, il construit sa maison pour y vivre. Une fois que sa maison est construite, il y vit. Et en fait, on profite de sa maison, qui est ses galeries, pour circuler les racines, circuler de l'air. Si y a un ouragan, une tempête, un gros coup de feu, la maison est cassée, il va la reconstruire. Mais si dans l'effondrement de la maison, le ver de terre est tué, on perd la maison. Mais en fait, on avait un système racinaire qui s'arrêtait vraiment à cette profondeur-là. En fait, et on a bien vu qu'on a ici, en ce lieu-là, une zone de compaction où les racines ont beaucoup de mal à passer. Et en fait, où une racine arrive à passer, vous voyez celle-ci, hein, une valeureuse racine a réussi à passer, eh bien, elle a réussi à coloniser tout le dessous de cette zone-là où il y a de la filtration. Et quand on y regarde de plus près, on a même des micro-racines qui sont dans cette zone-là, à plus d'1 mètre de profondeur. Alors ce qui montre bien que là, on a vraiment un gros défaut de structure ici à cet endroit-là, et que l'agriculteur aurait peut-être plus nécessité que de travailler intensivement la surface, travailler un tout petit peu plus la profondeur pour ouvrir un petit peu cette zone-là sans en faire du fin, pour éviter de la reprise en masse, comme je disais, et faire en sorte que sa culture descende le plus vite possible et que ce système racinaire qu'on est là, on l'ait ici. Et si on a ce système racinaire ici, ça veut dire qu'on va déposer de la matière organique, ça veut dire qu'on va développer un peu de fertilité dans le fond, ça veut dire que d'autres cultures pourront y descendre après. On est dans le sens de la reconstitution du sol ou de gagner un peu en épaisseur. Alors gagner en épaisseur sur un sol comme ça, c'est la clé. Par rapport à l'expertise que M. Frédéric Thomas a fait du profil de sol, je suis assez satisfait. Ça semble un peu... en confrontant son approche du sol et ma façon de travailler, on peut combiner des outils qui permettent de mieux prendre soin du sol et donc d'obtenir des rendements meilleurs, voire comparables. Les éléments que j'ai retenus, c'est la profondeur que peuvent explorer les racines, les zones de compaction et quels outils que je peux adapter. Je pense que ces types de journées doivent se multiplier, parce que faire comprendre et montrer surtout aux agriculteurs qu'il y a d'autres moyens de travailler le sol, sinon de ne pas le travailler du tout. Là, peut-être qu'ils seront surpris de savoir qu'effectivement qu'un non-travail de sol peut permettre quand même d'avoir une production intéressante. Et donc, je disais, de montrer aux agriculteurs ce qui peut se faire. Voilà. Donc, regarder un profil, voir comment une plante se développe, jusqu'à quelle profondeur les racines peuvent se développer. Ça permet effectivement de mieux visualiser et de voir les obstacles qui peuvent empêcher justement et expliquer qu'une plante ne se soit pas bien développée. Le point technique découvert, c'est que déjà tout ce qui est empirique, tout ce qu'on ramène, il faut savoir le remettre en question.
Grosso modo, c'est ça. Et bien sûr, trouver, là il parlait de couvert végétal tout à l'heure. La question que j'ai posée d'ailleurs, comment gérer ce couvert végétal? Il ne faut pas non plus que ce couvert végétal bouffe ce qu'on apporte comme nutriments à la plante. Et ce qui est intéressant, c'est de se pencher sur ces nouvelles techniques culturales en se remettant vraiment en question. Ça, c'est l'important. Et j'espère en tout cas que petit à petit, le travail se fera pour que l'agriculture martiniquaise puisse en tirer beaucoup plus de profit. L'histoire veut que l'agriculture était basée sur une gestion économique, une rentabilité, sans penser aux problèmes du sol. Et actuellement, on revient sur la réalité de la nature et on essaie de comprendre le fonctionnement de la nature et travailler en adéquation avec elle pour obtenir un résultat optimum. Les techniques qu'il a mises en avant, comme il y a le décompactage, en fait, le fissurage, peut être intéressant aussi parce que ça permet effectivement un drainage du sol intéressant. Ça permet aussi que les racines puissent pénétrer plus profondément, une meilleure exploration des racines. Donc il y a quand même des voies intéressantes à trouver, à suivre dans ce sens-là. Bon, moi je travaille sur ananas, c'est vrai que le système d'ananas est relativement fin, mais il y a quand même des avantages à travailler l'ananas de cette manière. On a vraiment la structure en escalier. Nous, en tant que représentants de la DAF, on tient à être au fait de l'ensemble des innovations techniques au niveau des différentes filières que nous suivons au sein du service entreprises et filières de la DAF. Et ça nous permet aussi de mieux comprendre, par exemple dans le cadre d'instruction de dossiers d'encadrement technique, de mieux comprendre les dossiers qui sont portés par les organisations de producteurs, qui sont censés assurer un transfert de connaissances entre le technicien et le producteur au final. Ça montre, ça nous fait connaître les sols qu'on a et comment les travailler et ce qu'il faut faire et pas faire. Parce qu'on peut faire des erreurs. Et donc lui, il nous apprend à bien connaître notre sol et à faire ce qu'il faut pour pas l'abîmer. Puisque le rôle de l'agriculteur, c'est de préserver sa terre. Il l'a dit tout à l'heure, quand on voit un sol comme celui-là, ça fait des siècles que ce sol est travaillé et aujourd'hui il est toujours en bon état parce que il n'y a peut-être pas eu trop d'erreurs de fait, quoi. L'azote est un des éléments les plus indispensables pour les végétaux et en fait il fait partie à hauteur de 4-5% des constituants des végétaux, donc il est nécessaire pour faire leurs protéines, comme il est nécessaire pour nous pour faire nos protéines. C'est un petit peu un élément de l'ADN de toutes les cellules. Et donc les plantes dans leur croissance ont besoin d'énormément d'azote. Et en fait, les plantes dans leur cycle généralement absorbent plus d'azote au départ, ce qui permet de faire un petit stock et ensuite, via la photosynthèse, vont capter du carbone, qui sont les liens énergétiques. Et en fait, la grosse croissance végétale se fait en diluant un petit peu l'azote dans du carbone. Et ensuite, on se retrouve avec des éléments qui sont, qu'on appelle soit des sucres, soit de la cellulose, soit de la lignine, qui sont des éléments très carbonés, mais qui contiennent aussi de l'oxygène, qui contiennent de l'hydrogène et qui contiennent de l'azote. La matière sèche est le moyen de ramener toutes les biomasses à un niveau comparable.
Parce que quand on parle de matière verte, on va avoir, en fonction des plantes, en fonction du stade des plantes, des taux d'humidité qui vont être complètement différents, en fonction des matières qui vont être très différents. Par contre, si on ramène tout au niveau de la matière sèche, on ramène tout au même niveau, donc ce qui rend les choses comparables. Et ensuite, cette biomasse-là, eh bien, elle représente en fait la quantité de nourriture, si je raisonne sur un couvert, la quantité de nourriture que je vais pouvoir laisser à mon sol pour nourrir l'ensemble de l'activité biologique. Elle représente pour un agriculteur, un producteur, le rendement d'une certaine manière. Parce que plus j'ai de biomasse normalement à l'hectare, si je prends une parcelle de melon, si je prends une parcelle d'achine ou si je prends une parcelle de banane, plus j'aurai de biomasse, plus j'ai des chances d'avoir soit un régime ou des fruits qui vont être plus importants. Ça reste la notion de rendement, la biomasse. Mais lorsqu'on raisonne activité biologique et couvert, la biomasse est vraiment le volume de nourriture que je vais pouvoir laisser à mon sol. Je vais prendre un petit parallèle assez simple. Si je suis éleveur de bétail ou éleveur de moutons, bah la biomasse, ça va être le stock fourrager que j'ai. Si j'ai X bottes de foin, eh bien en fait la quantité d'animaux que je peux nourrir correspondra aux bottes de foin. Si je n'ai pas assez de bottes de foin, je serai obligé d'acheter du fourrage pour nourrir mes animaux. Je fais une grande différence entre fertilité et fertilisation. Dans nos approches, on essaye au maximum de conserver la fertilité des sols, voire la développer. Et la fertilité des sols est quelque chose de plus global que des éléments minéraux, hein, de l'azote, du phosphore et de la potasse. La fertilité des sols, c'est bien sûr un stock d'éléments minéraux qui va se libérer progressivement pour nourrir les plantes, mais un stock le plus homogène possible qui tourne dans la matière organique grâce à l'activité biologique. Donc en fait, la fertilité est plus globale. Et pour que la fertilité puisse s'exprimer correctement, il faut une bonne circulation de l'air, une bonne circulation de l'eau. Donc c'est vraiment une approche globale. Ensuite, la fertilisation n'est que le moyen de compenser les manques de fertilité. Donc en fait, plus on aura un sol qui a une fertilité importante, qui fonctionne bien, où on a des cycles d'éléments minéraux qui sont importants, moins on aura la nécessité d'apporter de manière externe des fertilisants, des engrais et donc de la fertilité. Il s'agit des étudiants de BTS du lecteur de Quarrivaille. Et l'objectif, c'est de leur montrer concrètement les effets du travail du sol, les effets de la végétation sur le sol. On peut dire que les choses ont évolué. Donc nous travaillons sur du vivant, donc nous sommes obligés de nous tenir informés et de proposer les nouvelles techniques. De plus, à l'examen, ils ont une épreuve de diagnostic de parcelles. Pour venir aujourd'hui, nous avons fait un petit rappel du sol, de la structure, des composantes du sol. Donc il y a déjà des éléments qu'ils connaissent, mais là, ça leur permet de voir concrètement les effets sur le sol. C'est important pour nous de toucher à la réalité et d'être présents sur le terrain. C'est très intéressant parce qu'en fait, quand on est en BTS, on a beaucoup de théories. Donc on voit beaucoup les types de sols, la granulométrie et tout, mais on ne sait pas concrètement à quoi ça ressemble. Donc en fait, pour nous, c'est intéressant de voir à quoi ça ressemble vraiment en réalité. L'expérience avec M. Frédéric Thomas me permet de mettre une image sur ce qu'on a vu en cours, ensuite donne la direction à suivre à première vue, puisqu'il est allé en banane, et c'est une des cultures principales en Martinique. Donc c'est l'idée que c'est un travail qui est mené, mais qui semble encore à mener et qu'il faut développer, on va dire.
Il faut bien comprendre que le sol est un milieu vivant. C'est un milieu vivant, au même titre qu'une forêt, hein, où on va avoir des arbres et on va avoir des lézards, on va avoir des oiseaux, on va avoir des écureuils ou n'importe. Donc c'est un milieu vivant avec une activité biologique extrêmement dense, extrêmement diverse. Dans 100 à 200 grammes de terre, on a plusieurs milliards d'individus. Comme c'est une vie d'individus petits, voire extrêmement petits, on ne les voit pas, on les a énormément ignorés. Et donc, on a des champignons, on a des bactéries, on a des insectes, et on a aussi des vers de terre, des annélides, qui permettent, et ceux-là sont un peu plus gros, les insectes, les vers de terre, qui permettent d'avoir une idée de l'aspect vivant. Et en fait, nous, en secteur tempéré, par exemple, le ver de terre est un de nos indicateurs. On sait qu'il représente environ 20 à 25% de l'ensemble de l'activité biologique. Ça veut dire que si j'ai 1 tonne à 2 tonnes de vers de terre hectare, ben j'approche les 5 à 10 tonnes d'activité biologique ensemble à l'hectare. La manière dont on gère le sol, on a énormément d'impact sur la gestion de l'eau. Par exemple, si on travaille le sol et qu'on l'ouvre à une période où il y a des fortes évaporations, il y a du soleil, on peut perdre des quantités d'eau assez importantes. Alors si on souhaite les perdre, c'est tant mieux. Si on ne souhaite pas les perdre ou on risque d'être court en eau après, c'est plutôt regrettable. L'organisation du sol aussi joue un grand rôle dans la capacité à accueillir l'eau, comme la partie mulch en surface peut accueillir, infiltrer et ensuite disperser l'eau correctement dans le profil et soit le stocker, mais en même temps être capable d'évacuer l'eau en excès. Donc là, l'organisation du profil joue un rôle fondamental pour gérer correctement l'eau et faire en sorte que toute l'eau qu'on peut stocker, on la stocke, et l'eau qu'on a un petit peu en surplus, on soit capable de l'évacuer. Alors dans des sols qui manquent un petit peu de profondeur, c'est là que les couverts végétaux et des cultures agressives sont intéressantes, comme on a vu dans certains vertisols, d'être capable de pomper de l'eau. Et là, en même temps qu'on pompe de l'eau, parce qu'une tonne de matière sèche va consommer entre 30 et 50 mm, on structure le sol. Et donc à la fois qu'on évacue de l'eau, on gagne de la profondeur, disons de l'épaisseur du sol, qui permet d'avoir un sol qui est moins humide. Sur un sol qui aurait tendance à être plutôt sec, c'est plutôt la couverture et la profondeur d'enracinement qui va être la clé pour améliorer cette gestion de l'eau. On est en train de faire un test d'infiltration. Donc c'est assez simple, hein. On met un cylindre qui est martelé dans le sol. On déverse une quantité d'eau donnée. Donc on la met en général sur un film plastique de cette manière-là pour être sûr de ne pas choquer le sol par l'eau, pour ne pas perturber, attendez un petit peu plus, pour ne pas perturber l'infiltration par l'impact de l'eau, disons, qui tomberait sur le sol. Donc comme ça, on a une quantité donnée. Donc il va suffire d'enlever le petit morceau de plastique. Vas-y. Et donc là, on va mettre l'eau au contact du sol dans le récipient. Et de cette manière-là, en mesurant, on peut très facilement établir la vitesse d'infiltration de l'eau. Donc en fait, un demi-litre, ça représente, vu la taille du cylindre, c'est ce que tu as marqué dessus, hein, Jérôme, 28 mm. Donc là, on est en train de mettre environ 25 mm. Si on va l'infiltrer pratiquement en 30 secondes, 1 minute, donc si on dit 25 mm en 1 minute, ça nous fait quasiment par 6 la capacité de 1000 mm à l'heure de capacité d'infiltration, qui est une capacité maximale, mais qui est une super capacité d'infiltration pour un sol ici, parce qu'on est sur un sol qui est organisé, avec une porosité organisée. Et non seulement l'eau est en train de descendre dans le sol, mais l'eau est en train de se diffuser dans le sol. Parce qu'on pourrait avoir un système poreux, après qu'un système d'accumulation ou un système de ruissellement à un endroit hypodermique, mais dans un système comme ça, sol organisé, l'eau va s'infiltrer
sans trop déstructurer le sol, et on va se répartir correctement dans le sol. Alors qu'ici, ça c'est la première expérience qu'on a fait là, pratiquement une demi-heure, hein, on va dire. Et on a une capacité d'infiltration qui est d'1 à 2 mm/h, peut-être 5 mm/h. Donc quand on sait la violence que peuvent avoir les pluies ici, on dépasse facilement 25-50 mm/h instantané. Donc automatiquement, si on a une pluie conséquente à cet endroit-là, qui est compacté, parce qu'on est dans l'entre-rang, on est sur les passages de roues, on manque de racines, d'activité biologique, automatiquement on aura du ruissellement, parce que le sol est incapable d'infiltrer l'eau qui vient. Et donc en fait, toute la stratégie va être d'accompagner un petit peu une régénération du sol sur toute la parcelle pour faire en sorte que la moyenne d'infiltration soit plus élevée et qu'on conserve des infiltrations de cet ordre-là, mais qu'on régénère un peu cette infiltration-là, parce que là c'est inacceptable et ça va créer des pertes d'eau pour l'agriculteur, parce que ça ne rentre pas dans la terre, mais des nuisances derrière environnementales, accentuation des inondations, transfert de polluants, etc. Donc là, on va faire un deuxième test extrêmement intéressant. En fait, on va prélever, disons, un petit peu de terre à la surface du sol. Hein, donc de la terre qui est... Voilà, la teinte très belle. Ah, dis donc, on n'en a pas vu un aussi beau. Voilà. Là, on a un très beau endogé. Là. Je ne sais pas quelle variété c'est, mais on a 2 très beaux spécimens ou un. Voilà. Superbe. Ah, on peut quand même avoir des beaux vers de terre en Martinique. Là, on a prélevé deux morceaux de sol. Donc celui-ci qui est le sol de surface très organique, et cette partie-là qui est juste quelques centimètres en dessous. Donc ici, on a des plantes, on a des racines, on a de l'activité biologique, et là, en fait, on est sur un sol qui en manque un petit peu. Donc ensuite, on prend 2 récipients qu'on remplit d'eau, hein, et simplement on plonge la motte. La mienne est un peu grosse. Je vais la diminuer. Voilà. On trempe voilà, la motte dans le système. Et donc là, on va, si on y regarde de plus près, vous allez voir qu'il y a une portion là qui va rester relativement stable. Et ici, la terre va progressivement se désagréger et tomber, vous voyez, dans le fond du bocal. Et ici, bon, c'est quand je l'ai trempé, mais généralement, ça reste beaucoup plus stable. Mais ça, c'est des moyens assez simples de mesurer la stabilité structurale d'un sol. On peut le retirer, on peut essayer de retirer. Voilà. Et là, on voit l'activité biologique et en fait, l'eau est rentrée dans l'ensemble de la matrice, l'a fait complètement exploser, alors qu'ici, en fait, le sol a conservé, malgré l'excès d'humidité, son agrégation. Hein, donc, on voit très nettement la résistance qu'un sol peut avoir à l'excès d'humidité. Ce n'est pas le tout d'être capable d'infiltrer de l'eau, mais en fait, il faut infiltrer de l'eau sans casser le sol. Hein. Alors qu'ici, on a encore des zones qui sont... enfin, ils restent organisés. Alors qu'ici, on est complètement en bout, désorganisé. Et on peut retourner très rapidement dans la partie où on avait l'infiltration ici. Là, on voit très vite que cette partie-là peut devenir rapidement boueuse. Hein, si on n'a pas les racines, on n'a pas l'activité biologique pour l'organiser. Alors qu'ici, on conserve malgré tout une organisation. Et là, c'est lié à la présence des racines, c'est lié à la présence de l'activité biologique, c'est lié aussi à ce qu'on appelle les mycorhizes, qui sont des champignons qui jouent un peu un rôle intermédiaire avec les racines. Et ces mycorhizes-là jouent un peu le rôle de caséine, comme on fait du fromage. Hein. La caséine est un peu le filet qui tient un petit peu les particules grasses de la matière grasse du lait. Et en fait, c'est un peu ce filet de mycorhizes avec une colle qui s'appelle la glomaline, qui va tenir l'agrégation du sol et faire en sorte qu'il ne se désagrège pas sous l'action de l'eau.
les plantes de couverture ou les couverts végétaux ou les intercultures. En fait, il y a plusieurs idées derrière ça. Si on revient sur la métropole, la majorité des plantes de couverture ou interculture souvent sont entre guillemets promues sous le terme CIPAN, culture intermédiaire piège à nitrate. Donc parce qu'on cherche à occuper l'espace entre deux cultures pour conserver l'azote dans le sol et éviter qu'il parte dans l'eau et qu'on le retrouve sous forme de nitrate. Le premier truc, c'est qu'on ne piège pas des nitrates pour un agriculteur, on va recycler de l'azote. C'est la même chose dans la fonctionnalité, mais quand on raisonne agriculteur, c'est complètement différent parce que déjà en recyclant de l'azote, ça veut dire que je vais moins dépenser d'engrais sur mes futures cultures. Si je recycle l'azote, je vais recycler aussi énormément d'autres éléments minéraux. Une plante ne pousse pas qu'avec de l'azote. Elle pousse avec du phosphore, elle pousse avec de la potasse, elle pousse avec des oligo-éléments, etc. Donc c'est une quantité conséquente d'éléments que je vais conserver. Ensuite, le couvert va porter pendant l'interculture une protection du sol. Une protection du sol parce qu'on a une canopée, on a des plantes vivantes. Il va porter aussi une protection du sol quand on va rentrer dans l'autre culture, si on n'a pas enseveli le couvert. Ensuite, le travail des racines est fondamental au niveau de l'organisation structurale. Et nous, on a développé énormément cette stratégie couvert pour remplacer un petit peu le travail du sol, ou totalement le travail du sol, par le travail des racines. Et donc c'est elles qui vont créer la structure et qui vont faire en sorte que quand on va installer la culture suivante, on n'a pas besoin de travailler le sol puisque la structure est organisée. L'élevage fait vraiment partie, est une clé pour redévelopper la fertilité des sols et donc la vie des sols. Et en fait, l'élevage peut être facilement intégré dans beaucoup de situations pour gérer la couverture végétale. Et en fait, à partir du moment où on produit une biomasse, bon, cette biomasse-là, soit on peut la broyer, soit on peut la rouler, soit on peut la dessicquer de manière chimique, mais il est beaucoup plus intéressant économiquement de la faire consommer à des animaux, parce que les animaux ne vont pas éliminer, en fait, voler cette biomasse. Elle reste sur le champ si elle est broutée. Elle est simplement transformée, je dis souvent, en engrais un petit peu noirci à l'autre bout de l'animal. Et en plus, l'animal, comme le ver de terre, ensemence en fait l'ensemble de la biomasse qu'il est en train de digérer d'une activité biologique qui dope en plus l'activité biologique du sol. Donc en fait, il y a un lien étroit entre l'animal et l'activité biologique. Et dans son rumen, avec l'alimentation de fourrage, il va développer donc une flore qu'on appelle intestinale qui lui permet de digérer, mais cette flore, elle vient au départ du sol. Il n'est pas avec l'activité biologique dans son estomac. C'est la nature après qui le transfère et lui organise un petit peu ça et à travers les bouses, à travers les excréments, on retrouve donc une activité biologique encore plus importante qui va en retour stimuler le sol. Frédéric Thomaud est venu en Guadeloupe donc sur l'invitation de l'IT2, c'est son deuxième voyage en Guadeloupe. Et il est venu parler aux producteurs des groupements de producteurs pour un petit peu leur faire part de son expérience qu'il a en métropole, lui dans un cadre tout à fait autre dans les céréales, au niveau du maintien de la fertilité des sols et des nouvelles politiques en matière de conservation des sols qu'ils sont en train de développer en métropole. Et il est venu expliquer à nos producteurs, bien sûr sans transposition possible, puisque entre les céréales et ce qu'on fait ici, ce n'est pas la même chose, mais comment éviter de faire les mêmes bêtises que ce qu'ils ont pu faire là-bas sur les sols et la perte des sols. Et nous dire, dans notre milieu tropical qui est très dégradant lorsqu'il pleut énormément, de faire bien attention à bien protéger nos sols parce que c'est très très important pour la production agricole. Tout
Tout simplement, j'organise un atelier, on invite les planteurs de la zone et on réalise au minimum 2 profils. Donc une situation classique où une situation ça marche et une situation aussi où ça ne va pas du tout. C'est l'occasion de faire du transfert, de montrer aux agriculteurs de la zone comment réaliser un diagnostic de l'état du sol, mais c'est aussi un diagnostic pour le planteur chez qui on va. Le choix des terrains a été fait en fonction des zones de production des différentes îles. L'an dernier, M. Thomas avait déjà vu un certain nombre de configurations. C'était le moment en diversification de lui montrer vraiment autre chose, puisque bon, les plantes en maraîchage, notamment, sont des cultures à cycle relativement court, par opposition à de la canne et de la banane, bien sûr. En conclusion, le souhait au niveau de l'IT2, c'est la diffusion de ces nouvelles pratiques à l'ensemble des agriculteurs de Guadeloupe et de Martinique, pour qu'on aille vers des situations où on va améliorer la santé des sols, améliorer la vie au niveau des sols, mais aussi améliorer la productivité de ces sols. Donc c'est avoir une agriculture qui va améliorer la santé des sols au lieu de la dégrader. La venue de M. Frédéric Thomas est très constructive pour les producteurs de Guadeloupe et de Martinique, quel que soit leur secteur. Je crois que premièrement, ça nous a permis de faire un constat des lieux, de prendre du recul et de se rendre compte par un constat nos méthodes de culture. Et deuxièmement, ça nous a permis d'avoir une autre orientation par la suite des travaux qu'il a réalisés. Ça nous a permis de constater l'état de nos sols en faisant des profils et en même temps, suite à ce constat, nous donner envie de changer et d'aller vers autrement. Aujourd'hui, il y a 2 techniques de culture. La technique où nous utilisons la mécanisation à outrance, où on cherche à aller vers l'avant, vers le volume et la quantité, en croyant qu'en utilisant la mécanisation, nous allons y arriver et mieux y arriver. Et il nous dit, bon, ben, ces méthodes-là sont plus porteurs. La seule chose, c'est qu'il faut être plus patient. Il faut être plus patient. Ils ne sont pas plus coûteux que les autres méthodes que nous avions utilisées jusqu'à maintenant. Ce sont des méthodes de couverture de sol avec des plantes de couverture de sortes de légumineuses. On a des méthodes où on peut travailler le sol sans pour cela bouleverser le sol de manière mécanique. Il nous a montré aussi comment éviter l'érosion du sol. C'est surtout cela. Et le compactage du sol. Je crois que si nous mettons en pratique tout ce qu'il a pu montrer lors de ces séminaires, je crois que ça sera beaucoup plus porteur pour l'exploitant de demain. Et surtout, on aura un résultat haut et une protection de l'environnement beaucoup plus poussée qu'aujourd'hui. Je veux dire que si nous voulons léguer aujourd'hui notre terre à nos enfants, nous devrions suivre les conseils de M. Thomas. C'est-à-dire protéger ce sol-là et mettre en pratique ce qu'il nous a démontré pendant le séminaire.